Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à notre émission exceptionnelle, une émission exceptionnelle justement ce soir le dimanche. Et comme vous le savez, chaque soir, donc, nous lançons différentes réflexions, différentes émissions, différentes productions, justement pour permettre donc à nos téléspectateurs justement d'être enrichis par les productions de notre chaîne de télévision. Ce soir, nous avons le plaisir, en tout cas, de vous présenter une émission exceptionnelle, parce qu'il s'agit d'un devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire est consacré justement aux héros oubliés. Comme vous le savez, en Afrique, il y a beaucoup de héros. Hormis ceux qui sont cités dans les textes, hormis ceux qui sont, pour la plupart en tout cas, avoir été adubés par les fanatiques. Il y en a d'autres qui ont accompagné ceux qui sont connus. Il y a des héros dans l'ombre. Il y a ceux-là qui ont perdu de leur vie, qui ont sacrifié de leur moment de travail, un moment de leur vie justement pour se consacrer au bien-être de la République, de leur pays respectif. Mais comme nous sommes en Afrique, comme nous sommes à travers Canal Africa 54, Canal 54, votre chaîne de télévision qui vous donne de l'information au quotidien sur ce qui se passe sur le continent, nous avons focalisé nos caméras ce soir vers la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi on en parle souvent? C'est parce que ce pays, justement, dégage beaucoup d'énergie. Ce pays a une histoire très riche. Il va de soi que nous en parlions souvent. Il va de soi que ce pays qui a marqué l'histoire du continent et du monde soit mis en lumière à travers son histoire et également à travers ceux qui dirigent cette République, ce pays, cet espace du continent africain. C'est un espace très riche. Le Congo, c'est un pays justement qui mérite d'être cité à tout moment en bien et évoquer également ceux qui ont constitué justement les soubassements de son histoire. Sur le plan politique, économique et social, le Congo a eu beaucoup de martyrs et a eu des héros. Mais ce soir, nous allons parler des héros. La plupart des héros que l'on connaît, c'est Patrice Lumumba qui a été mis en lumière justement pour le temps qu'il a consacré justement pour sauver cette république, ce pays de l'indépendance. Il s'est battu contre le colonisateur belge. C'est ainsi qu'on cite le nom de Patrice Lumumba. Mais aux côtés de Patrice Lumumba n'était pas mort seul. Lumumba n'a pas été assassiné seul. Lumumba a été assassiné justement avec au moins 3 personnes qui ont été mises dans cette pick-up
dans ce véhicule que généralement les images nous montrent. Patrice Lumumba assis, menotté, avec ce que l'on prétendait nous dire, c'est Polo et Okito. Les deux images que vous voyez, généralement, ce ne sont pas les Polo et Okito et Lumumba. Lumumba, oui, mais les deux autres que les caméras nous montrent ne sont pas Polo et Okito. Voilà un détail historique que Canal Africa 54 voulait justement clarifier pour l'intérêt justement de pérenniser l'histoire de la République du Congo, de pérenniser l'histoire de l'Afrique. Mais savez-vous qu'à côté d'Mpolo et Okito, je veux dire les deux que l'on nous montre comme étant Polo et Okito, qui ne sont pas Polo et Okito, il y a un quatrième qui est à côté dont la caméra ne vous montre pas, mais il est caché derrière la caméra. Mais ce soir, nous allons vous montrer l'image. Nous allons vous en parler en long et en large, justement, pour vous dire qui était là. Qui était là? Polo et Okito, ce ne sont pas les deux que l'on nous montre. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir d'en parler parce que nous faisons le travail de recherche. Et celui qui va nous apporter cette lumière ce soir, c'est celui que vous avez déjà vu dans nos antennes ici nous parler de Patrice Emery Lumumba. Nous avons réussi à l'avoir à plusieurs émissions pour nous apporter des images, des témoignages, des précisions sur des éléments clés de l'histoire de la République démocratique du Congo dont personne ne pouvait faire attention. Mais voilà, voyez-vous qu'il y a un Congolais qui fait des recherches, mais qui ne fait pas beaucoup de bruit autour de lui, mais qui dispose non seulement des images, mais également des preuves historiques sur le nom des gens dont les archives du Congo n'ont jamais déclaré. Et donc ce soir, c'est le professeur Lomenje Lulu, c'est le mombiste, c'est chevronné, le président de FOPAC, celui qui travaille toujours pour apporter la lumière sur cette question de Patrice Emery Lumumba et de tous les héros. Et donc récemment, il nous a dit, saviez-vous que Lumumba n'était pas mort seul? Oh oui, on dit Patrice Lumumba est mort avec deux de ses colistiers, mais non, il était au moins 4. Voilà pourquoi le professeur Lomenje revient encore à la charge justement pour mettre quiconque au défi de lui prouver le contraire par rapport à ce qu'il va nous démontrer ce soir. Donc, pièce et contre-pièce, le professeur va nous montrer ce qu'il connaît et les éléments qu'il nous a apportés. Et nous recevons donc avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie ce professeur d'université, le professeur Lomenje, qui va nous parler aujourd'hui des héros oubliés. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur René Kitoko. Voilà, professeur. Je viens de vous présenter, l'intitulé de notre thématique de ce soir. À vous la parole. Je remercie tout d'abord votre chaîne Canal 54 et Télé Saturne de m'avoir accordé encore une fois la parole et les privilèges de parler de nos héros oubliés, qui étaient des compagnons de Patrice Emery Lumumba. J'ai cité Joseph Okito et Paul Maurice. Je salue tous vos téléspectateurs de chaîne Canaf 54 et Télé Saturne qui sont en train de nous suivre maintenant. Merci beaucoup de me permettre de développer ces sujets aujourd'hui. Avec plaisir, professeur, nous vous écoutons. Commençons d'abord par la petite histoire. La petite histoire, nous la connaissons déjà, Patrice Lumumba, l'homme qui s'est battu, que les médias ont mis en lumière, dont on sait qu'il était le premier ministre après la conférence de la table ronde. Cette histoire, cette partie de l'histoire est tellement connue que ce soir, on n'a pas besoin encore de réécouter. On connaît. Mais Patrice Lumumba
comme vous l'avez dit, n'était pas mort seul. Et vous vous êtes dit, il faut élucider, il faut clarifier, il faut que l'on dise que dans cette Jeep, dans ce moment, c'était quoi, une pick-up ou là où on voit l'image de Patrice Lumumba menotté, en train d'être intimidé par ces geôliers, accompagné de 2 personnes dont on nous disait c'est Polo et Okito, alors que ce ne sont pas les Polo et Okito, mais qu'à côté de ça, il y avait eu une 4e personne dont la caméra ne nous montre pas. Mais ce soir, vous voulez nous démontrer cela. Et ça sera une grande surprise pour tout le monde, professeur. Nous vous écoutons. À vous la parole. Effectivement, les photos qui ont circulé depuis 1960 à l'arrestation de Patrice Emery Lumumba, à la descente de l'avion le 2 décembre 1960 à l'aéroport international de Njili. Et on remarque sur cette photo Patrice Emery Lumumba et 2 autres personnes qui sont visiblement connues et une 3e personne qui est de dos. Mais il y a une autre photo qui montre vraiment les 4 personnes, Patrice Lumumba à droite, une autre personne le suivant, une 3e et une 4e personne. Et ces 3 personnes ont été identifiées. Donc, il ne s'agit pas non plus pour le 2 de Polo Moïsi et Joseph Okito. Il s'agit plutôt de, je ne saurais pas vous dire qui est qui là, mais le nom, celui qui est vraiment au milieu un peu chauve, je pense que c'est monsieur Théodore Bondé. Et la 2e personne qui était avec Lumumba, c'était Jacques Lumbala, et la 3e personne, c'était Mondjongo, monsieur Mondjongo. Donc, voilà les 3 personnes qui étaient dans cette camionnette militaire qui a amené Patrice Emery Lumumba jusqu'au camp Kokolo, plutôt au camp Tchachi. Voilà donc la précision, parce que ni Polo ni Okito n'étaient pas arrêtés au même moment que Patrice Emery Lumumba. Alors, professeur, pouvez-vous retracer un tout petit peu l'histoire, c'est-à-dire que les circonstances de cette arrestation? Parce que pour qu'ils se retrouvent dans cette Jeep-là, qu'est-ce qui a précédé comme événement avant l'arrestation pour que Patrice Emery Lumumba se retrouvât là-dedans avec ces 3 personnes, alors que Polo et Okito, comme vous l'avez si bien dit, ont été arrêtés bien avant, mais acheminés dans un endroit différent que Patrice Lumumba. Ce détail est très important, professeur. Oui, bien sûr. Il s'agit bien du problème de la révocation que le chef de l'État, Joseph Kasavubu, a initié le 5 septembre 1960, ayant révoqué illégalement le Premier ministre et certains ministres, dont Polo Maurice et Pierre Moulélé, Gizenga, le vice-premier ministre. Et cette révocation du Premier ministre et du gouvernement a fait suite à des problèmes au niveau des institutions qui a amené le colonel Mobutu, qui était chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, de pouvoir mettre hors d'état de nuire le gouvernement Lumumba et les chefs de l'État en faisant son premier coup d'État, établissant le collège des commissaires généraux le 14 septembre. Et Patrice Emery Lumumba fut mis en résidence surveillée du 14 septembre jusqu'au le 27 novembre, date à laquelle tous les membres du MNC se sont convenus à pouvoir fuir la capitale pour progresser vers Kisangani. Et donc, ces 3 autres personnes, qui sont-ils réellement? Pourquoi les images, l'histoire a retenu le nom de Polo et Okito
en nous montrant ces deux visages, ces deux personnes arrêtées, maltraitées au même titre que Patrice Emery Lumumba, mais que la mémoire collective a gardé comme étant Polo et Okito. Quel a été le jeu qui a été mis en place par les Belges? Bien sûr, je ne pense pas que c'était un jeu, c'était un manque d'information parce que les personnes qui étaient dans cette Jeep-là étaient avec Lumumba lors de la fuite. Et Polo et Okito n'étaient pas avec Lumumba lors de la fuite. Donc, normalement, le membre du MNC et les gens qui étaient alliés au MNC se sont dispersés à des itinéraires différents pour arriver à Kisangani. Donc, il s'avère que Polo, on l'a arrêté le 3 décembre à Mouchi et Okito, on l'a arrêté le 30 novembre à Kikwit. Or, les trois autres personnes, Jacques Lumbala, Bondé et Monjongo, étaient avec Lumumba. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés à Kinshasa et que par la suite, lors de l'assassinat de Lumumba, on a appris qu'on avait assassiné Lumumba et Polo. Donc, les gens ont cru que c'était ces personnes-là qui étaient avec Lumumba dans la Jeep. Donc, normalement, c'était une sous-information au niveau de l'opinion. Ça veut dire que ces deux personnes que l'on voit ont été acheminées à une direction différente de Patrice Lumumba après qu'il se soit retrouvé à cet endroit-là, après qu'il soit arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Où sont-ils passés les deux Congolais à côté de Patrice? Il s'avère que les trois personnes qui étaient avec Patrice Lumumba dans cette Jeep-là étaient aussi acheminées à Tisville. Chacun avait sa cellule. Et le jour où, le 17 janvier, le jour où on a décidé maintenant d'amener Lumumba, Polo, Moïse et Okito vers Mwanda et Elisabethville ensuite, les trois autres ont été effectivement amenés jusqu'à Mwanda, mais ils ont été amenés jusqu'à Luzumu, la prison de Luzumu. Ceux-là qu'ils ont probablement été assassinés aussi, hein, en tant que lumumbistes. Ont-ils été assassinés ou ont-ils échappé à cet enfermement dont ils étaient victimes? Est-ce qu'ils ont échappé à la prison? Ils n'étaient pas assassinés, donc ils étaient normalement libérés par la suite après leur incarcération à la prison de Luzumu. Deux, bien sûr, mais un parmi eux, Jacques Lumbala, était parmi le groupe qui ont été acheminés dans le Bakwanga pour les assassiner au mois de février au Bakwanga. Et les deux autres, Bondé et Mujungu, Bondé était parti en exil au Congo-Brazzaville et il est décédé en 1988 au Congo-Brazzaville. Et Monjongo s'était exilé en Tanzanie et est décédé en 1978 par assassinat, bien sûr, avec la Securitate de Mobutu qui était en Tanzanie. Voilà ce que je peux donner comme précision. Alors, dans cette image, dans cette photo, professeur, qui est Bondé et qui est Mujungo à cette photo-là? Pouvez-vous nous préciser pour, en tout cas, le besoin de l'histoire, en tout cas, qui est Bondé et qui est Mujungo? À partir donc de la photo, à partir de Patrice Emery Lumumba, la personne qui suit, c'est qui? Est-ce que vous pouvez nous donner leur nom exactement, nous disons, de gauche à droite, et puis bon, nous comprendrons, mais il faut nous le dire à partir de Patrice Emery Lumumba. La personne qui vient juste à partir de Patrice Lumumba, c'est qui? Et la suivante. L'honnêteté intellectuelle oblige, je ne saurais pas vous déterminer avec précision
le nom avec image à l'appui. Donc, Patrice Lumumba est à droite. La personne qui suit, je ne saurais pas vous dire c'est qui. Est-ce que c'est Mujungu ou c'est Jacques Lumbala? Mais la troisième personne qui suit, là, je peux préciser, c'est monsieur Isidore Bondé. Et la quatrième personne, je ne saurais pas vous le dire parce que sur les archives, ils ont donné que le nom, mais ils n'ont pas spécifié le personne en question avec le nom. Mais par contre, monsieur Bondé, là, je peux préciser parce que ce monsieur fait partie de ma belle famille du côté de ma femme, que je connais bien. Donc, vous avez des éléments justes par rapport à cette précision. Et c'est-à-dire que c'est une révélation que vous êtes en train de donner aux Congolais et au monde. Et c'est une correction par rapport au texte historique, professeur. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette correction que vous apportez aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez comment les gens comprendront cette histoire-là? Effectivement, pour moi, ce n'est pas une gravité, mais c'est plutôt une joie de pouvoir informer les gens, donner une véritable information à l'opinion publique et internationale qui, lorsque je lis dans les livres, lorsque je lis même dans les informations sur RFI qui montrent les photos, il pointe que c'est Paul Maurice et Joseph Okito alors que c'est faux. Donc là, aujourd'hui, je précise que ces trois personnes, parmi les trois personnes, deux ne sont pas ni Paul Maurice ni Joseph Okito. Et je prouverai par la suite les photos de Joseph Okito et Paul Maurice. Vous verrez une très grande différence. Je ne sais pas, hein, nous sommes tombés de nues lorsque nous sommes en train de regarder ces images. Vous êtes en train de corriger quelque chose qui a marqué la mémoire collective, hein, et c'est quelque chose qui a marqué toute notre jeunesse jusqu'à notre époque. Et ça, c'est une correction historique majeure que vous êtes en train d'apporter, du moins pour ceux qui ne savaient pas encore, y compris nous autres ici. Nous pouvons humblement le dire que c'est la première fois qu'on découvre cette déclaration, enfin, cette précision justement historique. Alors, maintenant, professeur, ils sont assassinés, ils sont dispersés, mais Patrice Lumumba est assassiné avec confirmation avec Polo et Okito. Mais je pense que derrière ça, il y a des commanditaires qui sont des Belges, enfin les Occidentaux. Il y a aussi des commanditaires locaux qui sont des nationaux, c'est-à-dire des Congolais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu là-dessus? Parce que c'est ça le sens même de l'émission aujourd'hui, de parler des héros oubliés, mais il y avait eu des commanditaires qui ont fait qu'ils soient des martyrs. Pouvez-vous nous en parler pour que les Congolais retiennent quelque chose à ce sujet? Si vous pouvez me permettre, Monsieur Kitoko, avant de pouvoir normalement parler des commanditaires, j'aimerais présenter de façon lapidaire qui était Joseph Okito, qui était Paul Maurice, pour que les gens puissent connaître les deux compagnons de Patrice Emery Lumumba, parce qu'on ne cite que le nom, on ne connaît pas le personne. Bien sûr, professeur, c'est ça. J'aimerais de façon lapidaire présenter ces personnes. Joseph Okito, je commencerai par Joseph Okito, qui s'appelle normalement Joseph Okito Dimba, de son nom entier. Et en Otetela, Okito Dimba signifie héritier du batteur du tam-tam. Donc, Okito Dimba Joseph est né était né le 5 février 1910 à Lusambo. Et il a fait ses études primaires dans le groupe scolaire de frères de la Charité à Lusambo, 6 ans primaires, et puis il a continué 3 années d'école moyenne, toujours à Lusambo.
vers 1930, il est engagé à la société de chemin de fer BCK, qui était le Bakongo Katanga, où il s'est spécialisé en comptabilité et muté à Elisabethville, qui est devenue aujourd'hui Lubumbashi. Vers 1940, il quitte Elisabethville pour Louloabourg. Et à Louloabourg, toujours dans la même société de chemin de fer, il continue à travailler. Et c'est là, nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale, et entre 1943, il s'est passé une chose là-bas, parce qu'il y avait l'effort de guerre que la Belgique imposait à l'ère colonie. Il y a eu un premier sergent qui était militaire, qui s'appelait Mukalamushi, et les évolués ont revendiqué que ça cesse l'effort de guerre, parce qu'il y avait du travail harassant, de brimade, de la discrimination. Et là, les colonisateurs belges n'ont pas accepté cette revendication. Ils ont arrêté ces militaires, ils les ont fusillés, ils ont arrêté les civils, ceux qui étaient dans l'administration publique ont été remerciés, et les autres civils qui étaient dans les sociétés privées ont été arrêtés, dont Joseph Okito a été condamné à 3 ans de prison. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, le ministre de colonie, Pierre Ryckmans, a fait une amnistie, et Joseph Okito a été acquitté. À la sortie de la prison, Joseph Okito s'est dit non, qu'il ne fallait pas, il fallait maintenant prendre de revers le Belge. Au lieu de les attaquer de façon brutale, de façon violente, il fallait aller mollo mollo. Et ainsi, Joseph Okito créa beaucoup d'associations à Louloabourg, et de cela, il écrivait beaucoup dans le journal de l'administration belge, et sur ces, Joseph Okito était parmi ceux qui ont revendiqué, à l'instar de Lumumba et Kisangani, qui ont revendiqué l'installation des écoles publiques à Louloabourg, à Cabinda, à Luebo et à Losambo. Et donc, vers 1954, et ces écoles publiques ont été installées dans la province du Kasaï. Et nous ne pouvons pas oublier que Joseph Okito a été à la base de la création de la caisse de sécurité sociale. Parce que dans les temps, les gens travaillaient presque 15 heures par jour, pas de prestations sociales. Donc, il a lutté pour réclamer l'installation, la création de la caisse de sécurité sociale. Et si aujourd'hui, le Congo belge a pris comme langue officielle, langue administrative, le français, c'est Joseph Okito qui était à la base de la réclamation lorsque la Belgique a voulu imposer à la colonie congo-belge la langue flamande comme étant la langue administrative. Et donc, c'est Joseph Okito qui s'est battu pour que le français soit maintenu comme langue administrative. Et voilà ce que je peux dire pour le travail de Joseph Okito, qui, en 1959, rencontre Lumumba après avoir créé son parti politique, lui, Joseph Okito, dans les Kasaï, URICO, donc Union rurale congolaise, et il a rencontré Lumumba. Ils ont sympathisé malgré la divergence de vues entre lui et Lumumba concernant l'indépendance. Lumumba, c'était l'indépendance rapide, lui, c'était l'indépendance graduelle. Et voilà que pendant les élections de 1960, il a été élu sénateur dans les Kasaï. Au niveau du gouvernement central, il a été élu premier vice-président au Sénat à Kinshasa. Voilà ce que je peux dire concernant Joseph Okito. Et s'agissant donc de Paulo Maurice est né le 4 mars 1928 à Inongo, dans la province de Maïndombe. Dans le temps, c'était la province de Léopoldville. Et son père s'appelait Édouard Mpolo et sa mère, c'était Maman Tekle Bokako.
Et Paul Maurice était marié à Madame Catherine Wallet. Ils ont eu quatre enfants, 2 filles et 2 garçons. Aujourd'hui, il n'en reste que deux filles et les 2 autres garçons sont décédés. Du côté études, Paul Maurice a fait l'école primaire et à l'école normale à Inongo. Et il est parti faire 2 années d'études au petit séminaire de Bokoro. Et après cela, il est parti à Léopoldville pour aller faire l'école moyenne à Sainte-Anne. Je pense qu'aujourd'hui, Sainte-Anne, c'est Elikia. Et après ses études de l'école moyenne, il a fait des cours par correspondance de dactylographie et de droit. Donc, voilà donc pour études et pour la vie professionnelle. Il a été normalement aussi dans la force publique, à la police. Et là où il a travaillé à la police en tant que comptable à la police, en quittant la police, il est parti travailler en tant que fonctionnaire. Est-ce que je peux dire fonctionnel, mais plutôt dans les sociétés privées, dans Chanik, dans le barrage hydroélectrique de Zongo, dans le Bas-Congo, à Limoaf. Limoaf, c'était une société de services qui s'occupait de l'immobilier, de l'assurance et de l'agence de voyage. Voilà donc Paul Maurice et quittera ces sociétés-là pour aller à Kokilativille, donc Mbandaka, en tant que défenseur judiciaire. Et en 1957, il quitte Kokilativille, Mbandaka aujourd'hui, pour Kinshasa, lorsqu'il a appris l'assassinat, disons, de son père en 1957 à Kinshasa, et il restera à Kinshasa en 1957 comme défenseur judiciaire. Et il s'est passé une chose pour monsieur Paul Maurice à Kinshasa. Paul Maurice à Kinshasa était défenseur judiciaire, a défendu un monsieur qui a bu du vin, parce qu'il était interdit aux Noirs de boire du vin. On a condamné ce Noir-là parce qu'il a bu du vin. Et lui, en tant que défenseur judiciaire, il a défendu cet homme qu'on a condamné avec des amendes. Et lui aussi, on lui a dit, ah bon, vous venez le défendre, vous aussi, à Makala. Il a été arrêté et il a été mis à Makala, mais ça n'a pas fait longtemps, il est sorti. Et en 1958, il a fait connaissance avec Patrice Emery Lumumba, qui a créé le MNC, et les idées s'y sont jointes et il a accepté d'être membre du MNC. Il est parti à Inongo pour aller faire la propagande du MNC et il deviendra quelqu'un qui était vraiment dévoué pour le patriotisme, nationalisme congolais du MNC. Et il participera normalement en janvier 1960 à la table ronde de Bruxelles, à la table ronde politique à Bruxelles. De retour à Bruxelles pendant les élections de mai 1960, et il a été élu député de la province de Léopoldville en tant que député du MNC. Et au mois de juin, il a été nommé dans le premier gouvernement de Lumumba en tant que ministre de la Jeunesse et Sport, et il cumulait ce poste de ministre de la Jeunesse et Sport en tant que colonel de l'armée, ensuite général de l'armée, commandant en remplacement pendant quelques temps en intérim du général Lundula. Et voilà donc ce que je peux dire pour Paul Maurice, qui normalement sera arrêté le 3 décembre à Mouchi lorsqu'il fouillait vers Kisangani, et sera acheminé de Mouchi jusqu'à Kinshasa, au camp Kokolo, du camp Kokolo jusqu'au camp Tisville en Banzangungu aujourd'hui, et acheminé à Mwanda, Elisabethville
où ils ont été assassinés avec Patrice Emery Lumumba et Joseph Okito le 17 janvier. Voilà ce que je peux dire de façon sommaire la vie de Paul Maurice et Okito. L'histoire du Congo est tellement très riche que finalement, cette richesse n'a pas tellement profité à certains héros. On a parlé, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction de cette émission, qu'il n'y avait qu'une partie de l'histoire qui a été révélée. Et comme Patrice Lumumba lui-même l'avait dit, que l'histoire du Congo sera écrite par ses fils, par ses enfants. Ce sont eux-mêmes les Congolais qui vont écrire l'histoire du Congo. Vous voici, professeur, en train de corriger l'histoire. Vous voici aujourd'hui en train de porter votre contribution à donner de la lumière à ce qui s'est passé dans une histoire du Congo d'il y a 60 ans déjà. Merci. Au nom de toute l'équipe de notre média, nous vous remercions parce que nous vous applaudissons ici dans le studio. Et tous ceux qui m'entourent ici sont émerveillés par votre précision, par la lucidité avec laquelle vous expliquez cette histoire de Patrice Lumumba et de ses compagnons qui l'ont accompagné à cette punition qui a été infligée justement par les colons, de manière injuste bien sûr. Mais ils ont été assassinés de manière atroce. Là, nous avons compris non seulement que les Polo et Okito qu'on nous montre, que les images nous montrent, ne sont pas Polo et Okito réels, ce ne sont pas les vrais, c'est des images. Mais les vrais Polo et Okito, nous n'aurons jamais leurs images, alors, professeur. Vous n'avez pas les images des vrais Polo et Okito, pour qu'au moins nous puissions coller à l'histoire leur visage. Que l'on colle à l'histoire vraiment leur visage. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu plus loin, professeur, pour trouver les images d'un Polo et Okito? Oui, lorsque j'ai donné de façon sommaire la vie, la biographie, les biographies d'Mpolo et Okito, je pense que vous avez mis des documents montrant leur vrai visage. Mais en ce qui concerne leur convoi, voilà, celui-là, c'est monsieur Paul Maurice. Et celui-là, c'est monsieur Joseph Okito. La précision, elle est portée. Si je pose cette question, c'est parce que, vous savez, nous sommes en direct et les deux chaînes Télé Saturne et Canal Africa 54 sont regardées à travers le monde. Et nous venions d'avoir 3 réactions du Libéria et 2 réactions du Bénin et une question de la RDC qui nous posait cette question parce que ces gens-là n'ont pas regardé l'émission tout au début. Voilà pourquoi j'ai posé leurs questions pour que vous puissiez répondre en leur donnant justement de la réponse. Merci, professeur, pour votre précision. Alors, maintenant, le Congo, quand on cite les commanditaires de ces assassinats odieux, quand on cite les gens qui étaient derrière, focalisons un peu sur le cas des Congolais. Des Congolais qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la collaboration ou au complot de ces assassinats. Professeur, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques noms? Mais déjà, les Congolais parlent d'abord de la collaboration du chef de l'État à l'époque. Et est-ce que cette collaboration était-elle vraiment une collaboration réelle? Est-ce que Kasavubu aurait-il été, pour ne pas le citer, Kasavubu aurait-il été l'un des acteurs majeurs du complot contre Patrice Emery Lumumba et de ses autres victimes, justement, qui sont tombées avec lui? Oui, ce que je peux dire par rapport donc aux comploteurs, en tant que Congolais, nous voulons tout d'abord traiter effectivement de comploteurs congolais. Nous savons très bien que l'ordre était venu de l'extérieur. Et le comploteur congolais
normalement, le détonateur, celui qui a vraiment émis la détonation de cette crise congolaise, c'était le chef de l'État congolais en 1960, lorsqu'il a révoqué le Premier ministre et certains ministres du gouvernement, dont Paul Maurice. Donc, le chef de l'État, c'était le premier comploteur. Donc, chef de l'État, à cette époque-là, c'était M. Joseph Kasavubu. Et en deuxième position, je citerai le collège des commissaires. Juste après la révocation de Patrice Emery Lumumba et son gouvernement, le chef de l'État a nommé un autre gouvernement illégal, le gouvernement Iléo. Et ce gouvernement n'a pas eu le cutus du Parlement, et qui fait que Mobutu a fait le coup d'État le 14 septembre, installant le collège des commissaires. Donc, deuxième groupe de comploteurs, c'était le collège des commissaires généraux, dont je citerai quelques noms. Le président du collège des commissaires généraux, c'était Bomboko, Justin Maï Bomboko, et en tant que président, c'était donc le premier ministre. Son vice-président, c'était Ndele. Le ministre, donc le commissaire général à la justice, c'était M. Liaou. Et son adjoint, c'était M. Étienne Tshisekedi. À l'intérieur, c'était M. Kandolo, Damien. Son adjoint, c'était M. Jonas Mukamba. À la défense, c'était M. Ferdinand Kazadi et plusieurs autres commissaires généraux et leurs adjoints. Les gens peuvent consulter aux archives dans le Google, ils trouveront la liste de tous les collèges de commissaires généraux en 1960. Donc, troisième groupe, c'était l'armée. À la tête de l'armée, c'était le chef d'état-major de l'armée, Joseph Désiré Mobutu, le chef de la garnison de Tisville, Bobozo de Gonzague. Il y avait le major Léonard Moulamba. En ces temps-là, je pense que l'autre était aussi major Bangala. Je pense que l'autre aussi était major Bumba Mouasso, colonel Tchachi. Il y avait un militaire de l'ANC qui s'appelait Zouzou, alias Messou, et un certain Yohan. Et cette liste-là, au niveau de l'armée, est non exhaustive. Et quatrième groupe, c'était la sécurité congolaise. Et à leur tête, c'était l'administrateur général de la sécurité congolaise, Victor Nendaka, et Pongo Gilbert, qui était major là-bas. Et liste non exhaustive. Et quatrième groupe, donc, je peux citer certains civils. Emery Penesenga, Ntetela, chef coutumier. Il y a Okoka. Il y a, je citerai l'ancien ministre représenté en Belgique du gouvernement de Lumumba, Delvaux. Et Iléo, qui était le président du Sénat, qui était nommé ensuite Premier ministre et Premier ministre illégal. Voilà donc ce que je peux dire comme étant de comploteurs connus à Kinshasa et des comploteurs connus à Elisabethville. Il y avait le président sécessionniste de Katanga, c'était M. Moïse Tshombe, le ministre de l'Intérieur, Godefroy Munongo, et certains autres ministres, M. Kibwe, M. Kimba, et liste non exhaustive. Voilà ce que je peux citer comme comploteur pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et Paul Maurice Eokito. Je vous remercie. Merci, professeur. Nous sommes intéressés justement à écouter ce témoignage historique. Mais il y a deux noms qui retiennent notre attention ici. Quand vous citez les noms des gens, des comploteurs contre
qui ont participé activement à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, nous sommes quelquefois choqués d'entendre qu'il y a une longue liste des Congolais, parmi lesquels vous citiez d'abord le président de la République à l'époque, M. Kasavubu, et M. Tshisekedi. C'est un nom qui retient quand même notre attention parce que, pour le bien de la cause, c'est son fils aujourd'hui qui est président de la République. Voilà pourquoi on s'y intéresse. Maintenant, nous aimerions vous écouter sur la participation active de Kasavubu et de Tshisekedi. Tshisekedi parce que on en a tellement parlé dans l'histoire du Congo, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'au Congo, la génération actuelle ne connaît pas très bien l'histoire de cet homme, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi. Alors que là, vous venez de le citer dans la liste des comploteurs de Patrice Emery Lumumba, c'est-à-dire des gens qui ont assassiné la démocratie. Et que voilà qu'aujourd'hui, cet homme Tshisekedi, il y a des possibilités justement qu'on en fasse un héros. C'est-à-dire une fois qu'il deviendra héros, il sera porté à la même dimension que celui dont il a été le bourreau. Et la mémoire collective risquerait justement de se perdre. Les Congolais risqueraient de se perdre. Parce que quand vous citez cet homme comme étant le comploteur de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, et qu'aujourd'hui c'est lui, Tshisekedi, qui risque de devenir héros national au regard des honneurs qui lui sont portés aujourd'hui, parce que son fils est président de la République. Quelle est votre réaction d'abord pour le président Kasavubu, comploteur, Tshisekedi, comploteur? Qui figure dans votre liste des comploteurs contre l'assassinat de Patrice Emery Lumumba? Oui, mais ma réaction là-dessus, concernant le chef de l'État, Joseph Kasavubu, s'agissant de son complot pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, Paul Maurice Okito, je pourrais dire, je ne suis pas contre l'association FOPAC, n'est pas contre la personne de Joseph Kasavubu, mais plutôt contre les agissements en tant que chef de l'État. Un, il a violé la Constitution en révoquant un gouvernement légal légitime de façon illégale. Deux, des accusations non fondées, disant que le Premier ministre, d'ailleurs, il y a eu un lapsus lingual lorsque le chef de l'État a évoqué, disant que le premier bourgmestre qui a été nommé par le roi des Belges a mis le pays dans un déboire, mais Lumumba n'était pas le premier bourgmestre, il était le premier ministre. Donc un lapsus lingual qu'il a fait en ce sens parce qu'il a violé la Constitution. Et donc il est à la base de cette crise-là. Et les accusations qu'il a données contre Patrice Emery Lumumba étaient non fondées et il ne s'est même pas justifié devant le Parlement. Et voilà qu'il a amené, il a négocié avec Tshombe pour l'extradition de ces trois personnes, de ces trois héros pour leur assassinat. Donc, il est vraiment hors des questions. Là, j'ai été tombé de nu lorsque j'ai entendu qu'il a été élevé au titre de héros national, alors que dans ses mains, il a du sang de héros. C'est pénible et c'est grave de prendre des décisions hâtives, des décisions sentimentales, alors que normalement, on devait prendre des décisions de façon raisonnable. Donc, quelqu'un qui a le sang dans les mains, on ne peut pas l'élever en tant que héros national.
Kasavubu du sang sur la main ou les mains, pour avoir trahi, pour avoir collaboré avec les assassins de Patrice Emery Lumumba et de ses compagnons, a contribué en quelque sorte à la fin de la démocratie, parce que les élections de 60 ont été un élément déclencheur du processus démocratique au Congo. Et cette démocratie a été étouffée en quelque sorte. C'est ce que vous voulez nous dire, professeur? Effectivement, la démocratie a été étouffée, a été freinée à partir du 14 septembre, à partir du 5 septembre 1960 et 14 septembre, lorsque Mobutu a fait son coup d'État, le Congo a fait un bond en arrière et pendant au moins plus de 30 ans, le Congo a vécu des situations économiques, des situations sociales difficiles et des situations politiques difficiles. Et lorsque j'entends certains Congolais, la jeunesse actuelle, crier, dire que pour la deuxième personne, je ne suis pas contre la personne de Étienne Tshisekedi, qui était un juriste éminent, mais par contre, en tant que ministre, commissaire général adjoint à la justice, Étienne Tshisekedi s'est mouillé aussi avec ses mains dans le sang en étant comploteur. Professeur, avec votre permission, nous allons parler d'Étienne Tshisekedi. À la deuxième partie, à la dernière partie de l'émission, mais terminons d'abord le cas Kasavubu. Parce que après le cas Kasavubu, nous allons observer un temps d'interruption de quelques minutes, de 2 minutes, pour revenir sur le cas Tshisekedi. Terminons-en avec Kasavubu. Vous venez de le dire qu'il était dans la liste des comploteurs. Vous venez de le dire que, bon, voilà, c'est l'homme justement qui a contribué pour que Patrice Lumumba, pour l'arrêt pour l'étouffement de la démocratie. En faire un héros aujourd'hui, vous avez dit que ce n'était pas une bonne décision. Mais qu'est-ce que vous proposez, professeur? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, même à titre posthume, pour Kasavubu, pour le comportement qu'ils ont adopté à cette époque, pour l'intérêt justement de cette génération aujourd'hui, qui ne maîtrise pas tellement l'histoire du Congo? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire justement à titre posthume pour Kasavubu? Non, normalement, cette décision-là a été hâtive sans pour autant consulter le sage congolais, plusieurs associations, plusieurs partis politiques qui devaient normalement donner leur avis. Le président de la République a pris une décision hâtive. Je ne sais pas, est-ce que c'est une décision de façon à flatter l'électorat du Bas-Congo, je ne sais pas. Mais je pense que la proposition qu'il ne faut pas qu'elle faite, c'était qu'on mette sur place une commission vérité et réconciliation, et que cette commission soit établie, et dont d'ailleurs le FOPAC réclame d'en faire partie, pour que nous puissions normalement réétudier le cas de personnes qui doivent normalement être élevées au titre de héros nationaux. Et normalement, lorsqu'on trouve que la personne ou les personnes ne méritent pas, on peut les déchoir de ces titres. Merci, professeur. Nous allons, à moins que vous ayez un autre élément sur les Kasavubu, sinon nous allons observer un temps d'interruption de quelques 2 minutes, 1 minute ou 30, et nous allons seulement parler de Étienne Tshisekedi. Mais ce que nous avons retenu ici, c'est que Kasavubu a contribué justement à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, et que le titre de héros national, ce fut donc pour le président actuel une décision qui ne valait pas la peine. Si je comprends bien, c'est ce que vous voulez dire. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine parce que il faut que la justice fasse son travail en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut que
le Congo entame une procédure judiciaire pour le déchoir, en quelque sorte. Normalement, comme c'était déclaré que ces assassinats étaient mis dans le cas des crimes de guerre, donc c'est imprescriptible. Donc normalement, la justice congolaise, le président de la République peut normalement introduire le dossier au niveau du procureur général de la République pour qu'on puisse ouvrir un dossier parce que c'est un cas imprescriptible, crime de guerre. Et là, lorsque la justice aura normalement tranché que tel ou tel a été condamné, on peut le déchoir de ses titres de héros national. Merci, professeur. Nous revenons dans 25 secondes. Merci. Merci. Nous sommes de retour. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission, devoir des mémoires pour les héros oubliés. Canal Africa 54 s'est donné donc le plaisir et l'honneur de recevoir en duplex ce soir le professeur Lomenje Lulu, qui est très outillé justement dans l'histoire du Congo, disposant des archives inédites. Il a corrigé l'histoire du Congo. Il est en train de corriger les éléments qu'elle nous a présentés depuis notre jeune âge sur l'histoire du Congo. Il venait tout à l'heure de nous présenter des images, des témoignages, que nulle part dans l'histoire des archives, ceci n'a été retracé nulle part. Si vous posez aujourd'hui une question à un jeune Congolais, qui est Mpolo et Okito, ils vous montreront toujours les deux images, les deux photos. Alors que les deux personnes à côté de Patrice Lumumba ne sont ni Polo ni Okito. Donc, il avait fallu un autre Congolais qui fait des recherches, autant que Patrice Lumumba l'avait dit, que seuls les Congolais vont écrire leur propre histoire. Voilà que un Congolais est en train de faire a fait des recherches. Et il nous ressort aujourd'hui ce que nous ignorions. Et aujourd'hui, nous avons compris qui était Polo et Okito en réalité. Et aux côtés de ça, au lieu de 3 personnes, nous avons 4 personnes qui étaient dans cette équipe. Donc, le professeur nous apporte des images en gros plan, nous montrant la 4e personne étant d'être torturée autant que Patrice Lumumba, en citant leurs noms. C'est ça la richesse du Congo. Merci, professeur, pour vos éléments. Et le professeur d'enchérir aussi avec les noms des comploteurs nationaux, des Congolais, qui ont participé activement justement dans cet assassinat odieux. Que 60 ans plus tard, certains bourreaux deviennent aujourd'hui des héros, au risque de devenir sont déjà des héros, notamment l'ancien président de la République des années 60, c'est-à-dire M. Kasavubu, dont on sait que c'est lui qui a participé dans l'étouffement de la démocratie en faisant le coup d'État de septembre contre Patrice Emery Lumumba. Voilà. C'était un coup d'arrêt à la démocratie. Quel argument nous allons donner à l'histoire? Qui n'était pas assez mature ou qui n'était pas assez outillés politiquement ou qu'ils étaient sous la pression des Occidentaux. Mais ils étaient à la table ronde. Ils ont compris comment les Belges fonctionnent. Mais voilà que Kasavubu rentre, c'est lui qui entre dans le jeu des Occidentaux pour arrêter la démocratie. Le professeur venait de nous citer également une autre figure. Plusieurs figures d'ailleurs, mais il y a une figure qui nous intéresse, c'est Tshisekedi, dont on veut en faire aujourd'hui un héros national avec des mausolées construits en son honneur
parce qu'il est décédé et que son fils est président de la République. Non. Ne cherchons pas à biaiser l'histoire du Congo. Patrice l'avait dit, seuls les Congolais vont écrire leur propre histoire. Merci, professeur. En tout cas, dans cette dernière partie de l'émission, en citant les comploteurs, nous avons retenu Kasavubu Tshisekedi. Tshisekedi, pourquoi? Parce que c'est son fils qui est président de la République. Il est décédé, paix à son âme, mais un mausolée a été construit à son honneur, alors que Patrice Lumumba, qui a été assassiné avec ses 3 compagnons, n'ont mérité aucun honneur national encore. Parce que nous parlons des héros disparus, des héros oubliés. Mais ces héros méritent l'honneur dévolu au sacrifice qu'ils ont enduré. Professeur, à vous la parole. Pour nous parler cette fois-ci, justement, avant de terminer cette émission, de M. Étienne Tshisekedi, le fameux docteur en droit des années 60, et dont certaines langues avaient contesté même le doctorat en question. Quelle a été réellement sa collaboration dans ce complot, professeur? Oui, je voudrais tout d'abord préciser que mon intervention, je ne suis pas contre les hommes, je suis contre les agissements des hommes dans leurs fonctions. Donc, je n'en veux pas, mon association n'en veut pas à la personne de Étienne Tshisekedi, mais plutôt aux agissements de sa fonction qu'il occupait en cette période. Donc, je rappelle au passage que avant l'indépendance, Étienne Tshisekedi, les Ngalula, les Kalonji étaient tous dans le même groupe MNC avant que le MNC puisse se subdiviser en 2 parties. Donc, il était même le conseiller, je pense, juridique de Patrice Emery Lumumba dans le MNC, Étienne Tshisekedi. Mais lorsqu'ils se sont partagés, un groupe est parti avec Kalonji, dont lui, M. Étienne Tshisekedi, et Lumumba est resté avec les autres. Et voilà, lors de cette crise politique, on a appelé les étudiants à venir secourir les institutions, donc Mobutu, en faisant son premier coup d'État, a appelé M. Étienne Tshisekedi en tant que commissaire adjoint à la justice. Je citerai une phrase au mois de septembre 1960, je pense vers le 26 ou le 27 septembre 1960, le commissaire adjoint à la justice, M. Étienne Tshisekedi, déclara ceci. Il faut encercler, c'est lui qui a proposé que l'on puisse encercler le domicile de la primature par le militaire de l'ANC et décider toute entrée et toute sortie, on va arrêter. On finira par arrêter Patrice Emery Lumumba lorsqu'il est sorti. C'était la proposition de M. Étienne Tshisekedi, citée dans les archives de Cripps, dans le livre « Le 50 derniers jours de Patrice Emery Lumumba ». Et il ne peut pas normalement se mettre à l'écart en tant que ministre de la Justice, et personne n'oublie la lettre que M. Étienne Tshisekedi a envoyée à Moulopoué en Pela Lumumba Crapo lorsqu'on a envoyé le prisonnier qui était parti à Luzumu, qui était avec le Patrice Emery Lumumba Léokito à Tisville, et on les a envoyés à Luzumu. Donc Nzuzi Emmanuel, Muzungu, Fina, les autres sont partis à Luzumu. Et de Luzumu, on les a envoyés au Bakwanga pour les assassiner. Je pense que dans les réseaux sociaux, les gens peuvent lire
c'est cette lettre-là que Étienne Tshisekedi a envoyée au Bakwanga, à l'empereur Moulopoué Kalonji. Et Étienne Tshisekedi était présent le jour où le convoi de Lumumba et Okito Polo partaient à Elisabethville pour leur assassinat. Voilà donc ce que je peux citer comme comploteurs, parce qu'ils ont fait des réunions et celui qui était vraiment leur agent de main pour l'application des décisions du collège des commissaires généraux, c'était Victor Ndaka, qui était de la sûreté. Voilà ce que je peux dire. Et avant de terminer, j'aimerais repréciser une chose que j'avais dite lors du recadrage de M. Mukamba. Mukamba a induit beaucoup de gens en erreur, y compris moi-même, en disant que lui, il avait pris le petit porteur Airbus. Or, le petit porteur Airbus est parti normalement. S'il avait pris, c'est pourquoi, dans le recadrage, j'avais dit, il y était, donc il était à Tisville. Or, dans le deuxième temps, il dit, il était dans ce petit porteur avec Kazadi. Or, Kazadi ne se trouvait pas dans le petit porteur. Donc, il est en train d'embrouiller les gens. Donc, aujourd'hui, avec les archives que j'ai, je précise maintenant, en recadrant de façon nette, que M. Mukamba n'était pas dans le petit avion Airbus. Le petit avion Airbus a quitté Kinshasa Ndolo le 16, la veille. Le 16, avec le pilote, et le pilote a dormi à Tisville. Et le 17, très tôt le matin, Mukamba, Kazadi et les autres, tout le groupe, le Mobutu, les Ileyo, les Kandolo, les Tshisekedi, le Bumba, tout le groupe a pris les DC-4 pour Mwanda. Et les DC-3 dont c'est vanteux, M. Mukamba, il devait aller chercher les étudiants ou le livre, les DC-3 est resté à Njili. Pourquoi il n'a pas pris les DC-3 pour aller chercher les étudiants? Il a pris les DC-4 pour aller à Mwanda, alors que dans leur réunion, c'était pour aller récupérer le Lumumba qui venait de Lukala pour Mwanda. Donc là, M. Mukamba a menti à tout le monde. Il y était, et lorsque le petit avion est arrivé à Mwanda, Mukamba était là, attendant le groupe Lumumba, Okito et Mpolo. Donc, voilà comment il a embrouillé les gens. Professeur, votre récit ce soir est très passionnant, non seulement pour nous, journalistes ici, dans ce studio, mais également pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent pour le moment. Nous avons beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour le moment, qui font des commentaires sur votre récit, qui vous encouragent en même temps, qui vous disent bravo pour votre courage de nous révéler des détails qui ont été non seulement biaisés ou qui ont été justement cachés. Pour la plupart des réactions que nous avons ici. Mais la question que je retiens dans la liste des questions, dans le questionnaire que moi j'ai ici, la question est la suivante. Pensez-vous que tous ces gens-là, les Congolais, les comploteurs dont on cite aujourd'hui leur nom, est-ce que tous ces gens-là avaient les mains libres? Est-ce qu'ils avaient vraiment le courage de dire non aux colons belges sur le complot et surtout au lobby qui était derrière l'assassinat de Patrice Lumumba? Pensez-vous que les Tshisekedi, les Kalonji, les Kassavobo d'abord et tous les autres, pensez-vous qu'ils pouvaient changer les choses à cette époque-là? Avaient-ils les mains libres? Oui, c'est une très bonne question, une question pertinente, effectivement. Mais c'est là où les gens sont en train de se dérober. J'ai lu
d'interventions des gens dans les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle de l'assassinat de Lumumba, les gens sont en train de dire oui, c'était l'Occident qui a incité les autres, mais non. Et l'Occident, de l'autre côté, dit c'était une histoire congolo-congolaise, ce n'était pas l'Occident. Or, maintenant, après au moins plus de 30 ans, 40 ans, certains, pas l'establishment occidental, certains occidentaux qui étaient des amis du Congo commençaient maintenant à dévoiler tous les secrets des occidentaux, et on a vu que normalement c'était les instigateurs, c'était les occidentaux. Mais au fait, nous étions un État indépendant. Donc, si normalement les autorités congolaises de l'époque avaient voulu sauver Lumumba, Okito et Paul Maurice et les autres, que dire par exemple de Nzuzi Emmanuel, de Elengesa, qui sont partis mourir dans le Bakwanga, et le Fina, qui sont partis. Est-ce que là aussi c'est l'Occident qui a incité ces gens-là à être assassinés par leurs propres frères? Moi, je pense, même s'il y avait l'instigation extérieure, normalement, nous devrions mettre la tête haute pour sauver nos autres. Mais il y avait de la corruption. Il ne faut pas oublier que ce n'était pas par peur, mais c'était par la corruption. Il y a eu beaucoup d'argent qui est venu de l'Occident pour corrompre les autorités congolaises afin qu'ils puissent arriver à l'aboutissement de l'assassinat. Il y a eu beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les Tshisekedi, les Kasavubu ont été corrompus pour livrer Lumumba. Bien sûr, corrompus. D'ailleurs, même lui-même, Lumumba, avait commencé à dire on a voulu me corrompre moi-même pour que je puisse trahir le Congo. Donc Lumumba a commencé, lorsqu'il est parti aux États-Unis, on lui a donné une malle de dollars. Il a refusé. Donc il l'a dénoncé. Mais par contre, les autres ont accepté l'argent, ils ont été corrompus pour qu'ils puissent trahir le Congo. Et donc, cet homme Tshisekedi a participé quand même à l'étouffement de la démocratie à cette époque. Voilà que plus tard, c'est lui qui va encore collaborer avec Mobutu lorsque ce dernier va faire son coup d'État contre les Kasavubu. Et il en sera même l'élément monteur du début de Mobutu, avec le manifeste de l'Ancélé, ce document qui a été élaboré. Est-ce que vous croyez vraiment que cet homme, Tshisekedi, est celui que l'on présente aujourd'hui? Quelle lecture faites-vous de ce Tshisekedi-là par rapport à l'ignorance supposée de la nouvelle génération aujourd'hui? Est-ce que son fils qui est président de la République se rend compte que son père fut d'abord un comploteur et celui qui a contribué également à l'étouffement de la démocratie, en faisant aujourd'hui, selon certains slogans, comme étant les pères de la démocratie? Quelle est votre lecture, professeur? Par rapport donc à la génération actuelle, je me rends compte que, bon, moi, je ne suis pas de la génération 6, ni 7, ni 8, ni 9, je suis de la génération 5. Mais lorsque Lumumba a été assassiné, mais je n'avais que 6 ans. Mais par contre, je me suis mis à lire l'histoire du Congo pour que je puisse comprendre qu'il y avait des traîtres, dont le nom que vous citez, Étienne Tshisekedi, dont on vante qu'il était le premier docteur en droit congolais dont sujet à caution. Et curieux qu'il a participé, au-delà de l'assassinat de Lumumba et des autres, il a aussi été complice des assassinats d'autres Congolais. Je citerai Jérôme Anani, je citerai Bamba Emmanuel, je citerai Mahamba et Kimba.
qui ont été pendus au stade Les de pendus de la martyr. Pentecôte, donc. Vous faites Donc, allusion au pendus de la Pentecôte. S'agissant bien sûr de Tshisekedi, vis-à-vis, lorsque vous me posez pour son fils, je ne peux pas être, moi, dans le secret du cœur du président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'est-ce qu'il pense de l'histoire politique congolaise, des hommes politiques congolaises, dont son père. Normalement, il est président de la République, il est mon président de la République, je l'accepte, mais il est mon jeune frère. Il doit prendre son courage, laisser la passion, laisser le sentiment à côté en tant qu'homme politique, en tant que chef. Il doit lire l'histoire de la République, la vraie histoire de la République démocratique du Congo, écrite par ses fils congolais, pas par l'establishment extérieur, et prendre des décisions claires et nettes en tant qu'homme d'État, et il sera mis sur le piédestal en tant qu'un grand homme d'État s'il il abandonne les sentiments. Lorsque vous entendez Tshisekedi, père de la démocratie, parce qu'il a combattu Mobutu, alors qu'ils ont collaboré ensemble, lorsque vous entendez aujourd'hui ce bourreau des années Lumumba, le bourreau de Patrice Lumumba, lorsque vous entendez aujourd'hui ce Tshisekedi qui devient, d'après les slogans de ses partisans, comme étant le père de l'indépendance, le père de la démocratie, ce slogan-là, ça vous dit quoi lorsque vous l'entendez dans vos oreilles de lumumbistes, dans vos oreilles des scientifiques, de l'homme qui raconte l'histoire avec passion, avec amour de son pays? Comment vous réagissez quand vous entendez Tshisekedi, le père de la démocratie? Ça vous dit quoi? Ça me fait très mal. Mes oreilles me font très mal lorsque j'entends cela de la personne qui a participé au freinage de la démocratie. Parce que les élections qui ont eu lieu en 1960, c'était le début de la véritable démocratie qui a été freinée le 5 septembre. Il s'avère que en 1964, début 1965, il y a eu d'autres élections, normalement, qui ont eu lieu, les élections législatives qui ont été organisées, et lorsqu'ils ont vu que Tshombe aussi qui était un comploteur, allait gagner les élections, ils ont encore freiné ces élections en faisant un coup d'État, établissant normalement un gouvernement dictatorial qui a commencé en 1965 jusqu'en 1997, et Etienne Tshisekedi a participé à plusieurs gouvernements. Mais lorsque j'entends à un certain moment le feu président Mobutu dire que voilà, Tshisekedi commence à crier opposant, il appelait, c'était un aigri, parce que lorsqu'il avait des postes, il ne criait pas. Lorsqu'il manque de postes, il commence à crier opposant, et c'était un aigri. Voilà ce que je peux dire. Non, le père de la démocratie, pour moi, ça commencera par la démocratie révolutionnaire qui a été établie en 1997, suivie par la suite par celui qui a pris le flambeau, continuant cette démocratie révolutionnaire, Joseph Kabila Kabange, qui a normalement établi les premières élections générales, législatives et présidentielles en 2006. Donc moi, je pense qu'on peut dire que c'est Joseph Kabila qui est le père de la démocratie parce qu'il a réinstauré les élections. Pas Etienne Tshisekedi. Nous allons nous perdre. Nous ne parlons pas de Joseph Kabila aujourd'hui parce que ça va nous amener dans un autre débat que nous n'allons pas partager ensemble, y compris nous qui sommes ici, qui vous écoutons. Limitons-nous à l'histoire de Patrice Lumumba, les collabos qui ont fait que la démocratie à 60 soit étouffée, parce qu'à partir de Mobutu, déjà on n'en a pas encore parlé, parce qu'il va falloir que vous nous fassiez encore
un autre récit historique sur la participation justement de Tshisekedi. Parce que nous voulons monter le filon, nous voulons montrer aux jeunes, à la nouvelle génération, comment la démocratie a commencé en 60 et qu'elle a été étouffée en 60 par des éléments qui deviennent aujourd'hui, à titre posthume, des héros. C'est ça l'objet du débat. Donc, on ne va pas nous embarquer dans ce schéma de Kabila. Ça, c'est notre débat en tout cas que nous allons développer autrement parce que là, il y a beaucoup de questions que nous risquerions de poser. Alors, ça va fausser complètement le conducteur de notre émission. Limitons-nous dans la logique de Tshisekedi, Kassavubu, démocratie en 60 étouffée par les comploteurs justement qui ont fait que Lumumba, premier ministre élu, premier ministre de la République du Congo, élu, soit assassiné avec ses collaborateurs justement dont on ignorait leur nom, que vous nous avez révélé ce soir. C'est ça l'essentiel justement du débat que nous voulons engager. Mais nous ne parlerons pas de Kabila dans cette émission, dans ce contexte justement des héros oubliés. Donc, permettez-moi, professeur, de terminer avec vous cette émission parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Il nous reste 4 minutes d'après les directives de la régie. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour terminer, quel enseignement pouvons-nous tirer de tout ça? Et quelle est la requête que les Congolais devraient faire au regard de Tshisekedi, Étienne et de Kassavubu? Parce qu'il s'agit de ces deux-là dont nous avons retenu notre attention ce soir. Qu'est-ce que nous pourrions faire? Qu'est-ce que les Congolais pourraient faire? Justement pour rétablir la justice, pour remettre le pendule à l'heure, pour que la nouvelle génération comprenne où est-ce qu'elle va avec tous les noms qu'elle cite sans comprendre le rôle que ces noms ont joué dans l'histoire du Congo. Oui, merci beaucoup, M. Kitoko. La requête que j'aimerais faire au président de la République, c'est des propositions de l'association et normalement élever tout d'abord à titre posthume le deux héros oubliés, Polo et Okito, au titre de héros nationaux. Aujourd'hui, en ce 60e anniversaire de leur assassinat, l'association FOPAC propose au président de la République que, lors du rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba, que soient élevés au titre de héros nationaux Polo et Okito. Et en deuxième proposition, que l'aéroport international de Njili soit rebaptisé aéroport international Paul Maurice. Parce que c'est de là, normalement, que le complot se faisait avec le DC-4. Que l'aéroport international de Luano, à Elisabethville, Lubumbashi, soit rebaptisé aéroport international Joseph Okito. Voilà les deux propositions. Et pour terminer, je vous ai envoyé un plan, l'explication de ces plans, que le jour où le relique de Patrice Emery Lumumba va venir, si les chefs de l'État auraient déjà décidé que l'aéroport d'Ndjili soit dénommé maintenant aéroport Paul Maurice, ça signifierait que le relique de Lumumba va atterrir à l'aéroport de son compagnon, aéroport international Paul Maurice. Et en quittant la petite ruelle, entrant directement au boulevard Lumumba, qui va se prolonger jusqu'au mémorial Lumumba. Autre proposition,
jusqu'au coin de l'avenue boulevard Lumumba et jonction boulevard Sendwe, j'aimerais que le président de la République puisse construire à cette place-là, à ces ronds-points-là, qu'on appelle rond-point Joseph Okito, qui va continuer le boulevard Sendwe jusqu'au rond-point Pongabi et continuer boulevard Triomphal, et on aura un autre rond-point qu'on peut appeler, normalement, on va écrire au président de la République, qu'on peut appeler rond-point Anani Jérôme, parce qu'ils étaient tués à ces stades-là. Et jusqu'à la fin de boulevard Triomphal, en face du camp Kokolo, ce rond-point-là peut être appelé rond-point Bamba. Et à droite, ça sera l'avenue Pierre Moulélé, comme aujourd'hui, jusqu'au boulevard du 30 juin. Voilà les propositions que le FOPAC est en train de faire au président de la République. On va écrire un courrier officiel au président de la République. Voilà, pour terminer, puisque Paul Maurice était un défenseur judiciaire, a été arrêté parce qu'il a défendu un Congolais qui a bu du vin et on l'a arrêté, un défenseur judiciaire, c'est un avocat. On aimerait que le barreau de Kinshasa puisse mettre devant le barreau de Kinshasa un buste de Paul Maurice en tant que le premier bâtonnier qui a été arrêté parce qu'il a défendu un Congolais qui a bu du vin pendant la période coloniale. Et enfin, Joseph Okito, qui était le père de la francophonie pour que la langue française soit la langue administrative congolaise, et le problème de la sécurité sociale, on aimerait que l'Athénée de Kalina, Institut de la Gombe, soit dénommé Institut Joseph Okito. Voilà, je termine en là. Merci beaucoup. Professeur, vous ne savez pas la joie et l'émerveillement des gens qui nous écrivent. Beaucoup de gens nous écrivent, professeur, mais nous sommes à la fin de l'émission. Et comme vous le savez très bien que la télévision, c'est un problème de timing. Le timing a été établi ainsi parce qu'on savait que ce serait une émission très passionnante. Et on ne peut pas aller au-delà. Mais professeur, vous allez nous permettre, avec tous les respects de tous nos téléspectateurs, de vous lire un petit commentaire qui nous est envoyé. Il y en a plusieurs. C'est vraiment la première fois que vous intervenez, qu'il y ait beaucoup de réactions. Vous êtes intervenu dans notre chaîne, je crois 3-4 fois, mais cette fois-ci, nous avons plus de 100, attendez, le curseur me dit, plus de 136 réactions par rapport à votre récit de ce soir. Ça sous-entend qu'il y a de la passion derrière. Les Congolais vous suivent et les Africains également, parce que j'ai beaucoup de réactions qui me viennent là du Cameroun. Il y en a beaucoup, une trentaine. Et à la région, on me donne encore la liste là, donc je ne sais pas lire tout ça. Par contre, je vais quand même me donner sur les 2 minutes qui nous restent pour que vous rendiez compte de l'engouement qu'il y a derrière les gens sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette émission. Je vais vous lire un dernier commentaire qui ne nécessite pas une réaction, mais pour que vous vous rendiez compte de l'engouement que les Congolais dégagent. Parce que c'est un Congolais, je me permets de le dire. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il ne m'a pas autorisé à citer son nom. Ça vous dit que quand on parle de l'histoire du Congo, les Congolais sont très sensibles à leur pays. Si Franck Fanon l'avait dit, le Congo, la gâchette se trouve au Congo pour dégager le développement de l'Afrique, eh bien, ça veut dire que les Congos sont très passionnés, sont très intéressés à l'histoire de leur pays. Voici ce qu'un Congolais nous dit. Voilà. Là, c'est lorsque vous avez parlé
du sujet qui ne concernait pas le débat, quand vous êtes sorti du débat. C'est pour vous dire, professeur, vous êtes un éminent professeur, vous enseignez, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est vous dire sur la litanie de messages que nous avons, c'est ce message-là qui m'intéresse en fait, parce que c'est un Congolais qui le dit. Il dit ceci. Dès lors que vous avez parlé de Kabila, voilà comment il a réagi tout de suite. Mais par contre, il a écrit beaucoup de choses avant. Il a accompagné votre récit. Il a accompagné votre récit avec des commentaires qui allaient dans le sens de votre récit. Mais à la fin, il dit ceci. Dès que vous avez parlé de Kabila, il dit ceci. Voilà, je m'y attendais qu'il finirait par jeter des fleurs sur Kabila Kabange pendant que ce transfert de pouvoir n'a pas traduit la volonté citoyenne du peuple congolais à l'élection à l'élection honteuse. Voilà, à peu près ce qu'il voulait dire. Vous comprenez la passion? C'est une façon de vous dire que les Congolais soient intéressés à l'histoire de leur pays. Le récit était très positif. Bravo pour vous, professeur. Je vous ai lu ça pour vous faire comprendre qu'effectivement, les Congolais vous suivent. On a au moins plus de 310 réactions déjà là. Là, plus de 310. En 1h30 d'émission, et je suis certain que lorsque nous allons clôturer l'émission, beaucoup vont nous écrire. Mais notre requête ici, professeur, c'est que vous alliez dans cet élan. C'est-à-dire que nous avons parlé de Kasavubu Tshisekedi. Mais derrière ça, qu'est-ce que Tshisekedi a fait avec Mobutu? Leur collaboration. À partir de quel moment la collaboration s'est arrêtée? Pour qu'il soit en opposition contre Mobutu et qu'au finish, il le combatte. Jusqu'à laisser l'image que c'est lui le père de la démocratie pour cette nouvelle génération qui ne maîtrise pas la genèse de l'histoire de l'indépendance du Congo. C'est à vous la responsabilité de nous éclairer parce que vous disposez des éléments pour ça. Professeur, je vous remercie beaucoup. Toute l'équipe de Canal Africa 54 et Télé Saturne vous remercie. Ceci avec le respect que je dois à tous nos téléspectateurs, à tous nos amis qui nous suivent pour le moment dans cette émission Devoir des mémoires des héros oubliés. Vous êtes conviés à passer à cette émission régulièrement, professeur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Et les gens sont même très impressionnés que vous maîtrisiez des domaines qui ne sont pas dans la discipline que vous enseignez à l'université. Bravo, professeur. Et donc, si vous avez un tout dernier mot en 30 secondes, nous vous en donnons la primeur. Nous vous écoutons. Le dernier mot que je puis dire, c'est tout simplement à encourager la jeunesse congolaise de pouvoir lire, fouiller dans les archives, dans les vraies archives, comparer les archives et se mettre à écrire l'histoire du Congo par nous-mêmes. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci à tous les téléspectateurs. Vous avez été si nombreux à nous écrire. Vous nous écrivez tous les jours. Vous nous appelez tout le temps. Merci pour tous ceux qui nous suivent pour l'instant. Merci en tout cas de votre fidélité. Nous sommes qu'au début de raconter l'histoire du Congo et des autres pays africains. Si le professeur s'est donné à cet exercice, justement, c'est dans le souci de clarifier les choses. Parce que c'est un Congolais. De surcroît, c'est un professeur d'université. Il enseigne en France, il enseigne au Congo. Et il fait des recherches parallèlement, justement, pour l'histoire du Congo. Tout ce qu'il nous apporte ce soir, ce n'est pas de la science-fiction. Mais ce sont des éléments qui sont enfouis dans les archives. Et dans les archives, justement, qui sont cachés, toujours chez les prédateurs du Congo. Voilà pourquoi, dans son esprit de chercheur, il est parvenu à nous en sortir certains éléments pour clarifier certains détails que nous ignorons sur l'histoire du Congo. Canal Africa 54, par mon canal, vous remercie.
à travers Télé Saturne, tout en vous disant merci de nous avoir suivis ce soir. Et donc, nous remercions tous ceux qui nous ont écrit encore et qui continuent à nous écrire. Nous ne pouvons pas lire toutes les questions, tous les commentaires que vous envoyez à cette émission. Ce fut une émission très passionnante ce soir. Merci, et d'autres viendront avec le concours du professeur Lomenge Lulu. À très bientôt pour une nouvelle édition. Et ce fut votre collaborateur, votre frère, René Roch-Kitoko, journaliste. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.